Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur le plateau d'une semaine en Lorraine. Comme chaque semaine, nous allons faire le tour de ce qui s'est passé dans notre belle région Lorraine durant ces derniers jours grâce aux caméras de vos télévisions locales. Avec au sommaire de cette émission, la visite de l'ancien crassier de la vallée de Conroy. Une étude sur la renaturation des lieux est en cours. Avec le soleil, les motards sont de retour. Nous ferons le point sur les différents permis moto. Cette semaine avait lieu à Épinal la bourse au job d'été, bilan de Vosges Télévisions à suivre. Nous partirons à Villers-lès-Nancy, Créane sous toutes les coutures ou comment réaliser sa robe de mariée rêvée. Un bond dans l'histoire et dans le luxe, c'est ce que nous propose aujourd'hui Mosaïque TV. Et enfin, nous terminerons l'émission avec le bilan de la saison de ski dans les Vosges. Mais débutons cette émission avec la centrale nucléaire de Cattenom qui ne fermera pas ses portes, et ce malgré les sollicitations du Premier ministre luxembourgeois. Xavier Bettel avait interpellé François Hollande sur cette épineuse question lors de sa dernière visite au Grand-Duché du Luxembourg. EDF a souhaité confirmer l'assise de la centrale de Cattenom tout en soulignant le bilan positif de l'année 2014. Immersion dans l'un des sites les plus protégés de la région avec Mirabel TV. Pour pénétrer les lieux, il faut passer plusieurs portiques de sécurité et montrer patte blanche de nombreuses fois. Difficile de croire alors qu'un drone avait pu survoler sans problème la centrale nucléaire en novembre dernier. Face aux inquiétudes qui persistent, la direction dédramatise l'événement. En matière de sûreté, on a des installations qui sont robustes et ces drones ne présentent pas de risque en matière de sûreté. Une sûreté d'autant plus importante que la centrale entre en 2016 dans ses 3e visites décennales. Un bilan de santé pour cette trentenaire, à l'issue duquel l'ASN l'autorisera ou non à fonctionner pour 10 ans de plus. Nous voici sur l'un des plus gros chantiers de préparation de ces visites décennales, la rénovation du condenseur de l'unité de production 1. Le condenseur, c'est un élément essentiel dans le fonctionnement de nos installations, puisque c'est lui qui refroidit la vapeur avant de le renvoyer dans le générateur de vapeur pour faire tourner la turbine à l'issue du générateur de vapeur. On arrive à une trentaine d'années. Ces tubes ont besoin d'être changés. On en profite pour améliorer la technologie et passer au titane. À la faveur de très bons chiffres pour l'année 2014, avec une seule anomalie déclarée à l'autorité de sécurité nucléaire, la centrale nucléaire de Cattenom pourrait même rester en activité jusqu'en 2036. Sur la tranche 1, on a déjà engagé une partie du programme industriel. On a déjà, je citais l'exemple des alternateurs qu'on a déjà rénovés, mais là sur la tranche 1, on est en train de rénover les condenseurs. Ces condenseurs, ils ont une trentaine d'années, donc effectivement, en les remplaçant maintenant, ces tubes, on se prépare pour une trentaine d'années. Donc effectivement, ça contribue à notre capacité à aller à une exploitation au-delà de 40 ans. 4 ans jour pour jour après Fukushima, les associations antinucléaires demandent la fermeture du parc français et en priorité les sites de Fessenheim et Cattenom. Une mesure politique qui n'est pas à l'ordre du jour selon la direction de la centrale mosellane, aux grandes dames de nos voisins allemands et luxembourgeois. Certains sites n'ont pas eu la chance de pouvoir rester ouverts. Direction la vallée de Conroy. L'an passé, la région a définitivement stoppé l'exploitation de son crassier constitué par l'apport de laitier des hauts fourneaux de Jeuf et de Moyeuvre. Aujourd'hui, la commune de Moyeuvre-Petite, soutenue par la communauté de communes du pays Orne-Moselle, se lance dans une étude de renaturation du site qui porte aujourd'hui les cicatrices de plus de 50 ans d'exploitation. Une idée d'un futur signé Mirabel TV. C'est une cicatrice, ces traces d'un passé industriel qui a fait les belles années de la vallée du Conroy. À Moyeuvre-Petite, le crassier s'étend sur 4 km. Ici, du début du XXe siècle jusqu'aux années 80, les hauts fourneaux de Jeuf et de Moyeuvre ont déversé les déchets de la sidérurgie. Du laitier, appelé aussi scorie, formé lors de la fusion du métal. Vous aviez une voie ferrée qui avançait en même temps qu'on développait le crassier, qu'on avait besoin de place pour entreposer tous ces déchets, donc ce laitier. Et à force, ça avançait régulièrement. Il y avait des engins qu'on appelait des cigares qui roulaient sur cette voie ferrée. On les basculait et tous ces déchets de hauts fourneaux coulaient dans la vallée. Durant ces années où la sidérurgie fait vivre toute la vallée, l'impact écologique n'a pas grand intérêt. Le crassier cesse son expansion en 1989 avec l'arrêt du dernier haut fourneau de Jeuf. Pour autant, l'exploitation du crassier, elle, continue.
Le laitier est recyclé, transformé en gravillon et utilisé dans les cimenteries et pour faire des routes. Mais ce qui retient l'attention des élus, ce sont les bassins à bout de lavage des gaz de hauts fourneaux, toujours en place et hautement polluants. Il y en aurait 900 000 tonnes sur le site. Des poussières compactes contenant entre autres du plomb et du zinc. On voit bien d'ailleurs que c'est particulièrement pollué parce qu'il y a rien qui pousse. Rien du tout, quoi. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc de faire protéger ces bassins à bout, soit en les rassemblant tous au même endroit et en les sécurisant, en les bâchant, en végétalisant le dessus de ces bassins à bout, et puis de sécuriser les lieux pour pouvoir redonner à cette vallée un aspect qu'elle avait autrefois. Nous sommes dans la position actuelle, ce sont les pollueurs qui payent, ils doivent nous remettre le site en état. ArcelorMittal, propriétaire des différents bassins à bout, semble vouloir assumer ses responsabilités. Une étude a été réalisée sur les perspectives d'avenir envisageables pour dépolluer et renaturaliser cette friche industrielle. Elle sera présentée le 20 mars aux élus. Michel Henry espère obtenir les premiers accords d'ici la fin de l'année. Il faudra tout de même attendre plusieurs années avant de retrouver une vallée verdoyante. Les beaux jours sont de retour, les motards sont donc de sortie. Depuis 2013, le permis moto est divisé en deux, le permis A et A2. Si vous avez le permis A2, c'est-à-dire le permis petite moto ou scooter depuis plus de 2 ans, eh bien, une formation de 7 heures est obligatoire pour vous permettre d'accéder au permis A et ainsi conduire un deux roues d'une puissance supérieure à 35 kW. Prévention, sécurité, bons gestes, une formation essentielle que doivent passer les motards. Petit cours de rappel, signé TV8. En date du 19 janvier 2013, le permis moto a été modifié avec l'instauration de 2 catégories de permis 2 roues. Si vous avez votre permis A2 depuis plus de 2 ans, une formation de 7 heures est maintenant obligatoire pour vous permettre d'accéder au permis A et ainsi conduire ou piloter une moto d'une puissance supérieure à 48 chevaux. Une formation ouverte aux titulaires du permis A2 depuis au moins 2 années. Et quand on a fini ces 2 ans d'expérience, on accède à toute catégorie en venant suivre une formation qui est labellisée par le ministère des Transports et le ministère de l'Intérieur pour pouvoir accéder à ce nouveau permis de moto. Alors donc c'est assez intéressant cette formation-là parce que l'objectif n'est plus d'avoir le permis de conduire, mais l'objectif est vraiment d'apprendre. Donc c'est prévu dans les textes que ça se fasse en groupe, donc au moins 4 personnes. Donc, puisque ça permet donc de partager avec d'autres l'expérience, de profiter des acquis des autres conducteurs, parce qu'on n'a pas tous le même vécu sur la route, et donc ça nous aide à progresser et à acquérir de l'expérience à peu de frais, quoi. Une formation qui permet d'amener à la compréhension d'apports théoriques, à la pratique sécuritaire de la conduite d'une cylindrée plus puissante, mais aussi à savoir maîtriser les savoir-faire et les techniques simples acquises lors de la formation initiale. Cette formation permet également de travailler sur le processus de détection, d'analyse, de décision et d'action dans le cadre d'un audit de conduite. Du coup, on révise séances théoriques et mises en pratique sur le plateau et sur la route. Au final de cette journée, l'école de conduite délivre une attestation de suivi, une attestation qui ne permettra pas de passer à la puissance supérieure. Il faudra encore réaliser de petites démarches administratives. C'est l'école de conduite qui délivre une attestation et cette attestation, elle valide en préfecture le permis de conduire de la nouvelle catégorie. Donc il n'y a plus de passage devant un inspecteur du permis de conduire, mais il y a une validation de la formation et une reconnaissance du rôle du moniteur d'auto-école, de l'enseignant de la conduite. À l'issue, les motards pourront donc chevaucher une moto plus puissante, mais attention, toujours en sécurité et vêtus bien sûr des équipements de protection individuels homologués, casque, gants, blousons, pantalons, équipements rétro-réfléchissants et chaussures adéquates. Sur ce, bonne route. Et sachez qu'une opération reprise en main moto organisée par la sécurité routière aura lieu le samedi 28 mars 2015 de 9h à 16h sur le parking du Zénith à Maxéville. Plus d'infos sur le www.meurthe-et-moselle.gouv.fr. La recherche de travail ne connaît pas de repos. Partons dans les Vosges pour la 18e bourse au job d'été au centre des congrès d'Épinal qui avait lieu cette semaine. Les jeunes qui souhaitent travailler durant l'été ont pu trouver des postes dans leur domaine d'activité. Premier bilan, une diminution du nombre d'offres par rapport à l'an passé, même si certains secteurs sont cruellement en manque de candidats. Un reportage signé Vosges Télévisions.
4 mois avant les vacances estivales, c'est le moment de s'y mettre. À la bourse au job d'été d'Épinal ce mercredi, plus de 700 offres étaient proposées, un peu moins que l'an passé. Hôtellerie, restauration, bâtiment, au total une dizaine de secteurs représentés par des employeurs. Pour autant, pas évident de satisfaire ces jeunes. Vous cherchez quoi en particulier? Tout. Non, je suis dans le BTP ou en général de formation et je recherche quelque chose. En tant que manœuvre, agent de fabrication, ou la manutention, c'est assez vaste. Pour l'instant ça a marché? Vous avez trouvé des offres qui vous intéressaient? À part les agences d'intérim qui me disent d'aller sur internet, non, pas grand chose. Dans les allées, certains semblent plus âgés. En effet, beaucoup sont diplômés et recherchent un vrai emploi, pas seulement pour cet été. Ce phénomène s'amplifie d'année en année. Qu'est-ce qui vous attire pour venir ici? Ici, parce que la mission locale, c'est un accompagnement en vue d'un métier ou d'une formation. Donc je vais voir ce que ça peut donner ou sur quoi ça peut se déboucher. Vous cherchez pas forcément un job pour l'été? Non, pas forcément un job pour l'été. Je sais que l'été, c'est une ouverture. Donc est-ce qu'après ils peuvent soit renouveler ou soit me rappeler ultérieurement? Même si le contexte général est difficile, il existe bien des secteurs qui recrutent plus qu'ailleurs. La clé qui ouvre qui ouvre énormément de postes pour les jobs d'été, c'est le BNSSA, tout ce qui est surveillant de baignade, c'est énormément recherché. BAFD, très recherché. Là vous avez ce diplôme en poche, ça vous ouvre des portes dans l'animation vraiment très facilement. Ce que constatent aussi ces responsables d'un organisme qui gère des séjours de vacances. Et un surveillant de baignade, c'est un animateur qui a la capacité de surveiller les baignades. Donc, chaque colo qui travaille en bord de mer ou qui travaille là où il y a une piscine doit avoir un surveillant de baignade. Donc forcément, on les cherche et la formation n'est pas toujours évidente et les élus sont peu nombreux. Pour les retardataires, une semaine information jeunesse est organisée du 30 mars au 4 avril. Rendez-vous au bureau information jeunesse d'Épinal. Et pour trouver les bourses au job près de chez vous, je vous invite à contacter Pôle emploi. Dans quelques instants, nous ferons le point sur la saison de ski dans les Vosges qui touche à sa fin. Nous partirons du côté de Sarreguemines qui nous a offert dans son histoire une industrie spécialisée dans le luxe. Une exposition est d'ailleurs dédiée à cette industrie qui était à Webb. Mais parlons d'une ouverture de saison, celle des mariages et ce qui est souvent au cœur des préparatifs et qui focalise les attentes de la future mariée, eh bien c'est la robe, qu'elle soit blanche ou colorée, bustier à bretelles, meringue ou bien encore épurée. Chacune des heureuses élues a dans sa tête bien la robe de ses rêves, celle qui sera la mettre en valeur le jour J. Eh bien c'est la délicate mission d'Anne Schnell, directrice et styliste de la maison Créane, dont l'atelier se trouve à Villers-lès-Nancy. Découvrons avec Maë-Lorraine cette créatrice pétillante, soucieuse de l'excellence de ses confections au service des princesses Lorraine et d'ailleurs. L'enseigne est née suite à un changement de vie professionnelle et personnelle en même temps. J'ai fait un break et moi, comme je travaille différents matériaux, donc dans de la couture, de l'ameublement, de par une passion personnelle, depuis l'âge de 10 ans, je couds par exemple. Une opportunité est arrivée. Mon mari m'a vivement conviée à un forum de créateurs d'entreprises. J'y suis allée avec ma poussette et puis voilà, l'aventure Créane a commencé comme ça. Jusqu'à il y a 2 ans, nous travaillions toutes ensemble dans un atelier. Toute la partie stylisme, croquis, choix des matières, tout se faisait sur place. Et nous avons eu l'opportunité aussi d'avoir ce magasin, cette boutique à Nancy Centre. Et ça nous permet d'avoir toute cette partie créativité, le côté émotionnel en famille. Et puis après, de passer en atelier pour tout l'aspect technique. C'était important de dissocier les deux. Il n'y avait pas assez de... C'était plus assez intime pour ce genre de produit. Je suis plus inspirée par les gens que par un effet de mode
par des tendances, des choses comme ça. Le style de la personne, ce qu'elle dégage, va me créer une inspiration quant au choix des matières, au choix de la forme. Voilà, c'est plus les gens qui m'intéressent. Toute l'équipe Créane est effectivement très fière de l'évolution que ça a pris. Et d'ailleurs, ça a été mis vraiment en avant grâce au dernier prix que nous avons reçu, qui est le prix de la femme de l'économie, voilà, dans la catégorie chef d'entreprise. Donc ça fait une reconnaissance et oui, on est très très fiers de ça. Et restons dans le faste avec des articles de luxe du côté de Sarreguemines, qui est habituellement plus connu pour ses faïences. Mais en 1933 jusqu'en 1968, d'autres produits ont fait parler de la ville, notamment les articles destinés à de grandes marques. En ce temps, les produits de luxe ne connaissaient pas la crise, ce qui a fait la fortune du fabricant AWEB. Mais le destin prestigieux de cette industrie a tourné court suite à la mort de son fondateur en 1952. Alors jusqu'au 13 avril, l'association Sarreguemines Passion et les musées de Sarreguemines rendent hommage à ce fleuron industriel de la cité. Le vernissage de l'exposition AWEB Luxe, Glamour et Poudrier a eu lieu cette semaine. Reportage Mosaïque TV. Pour signifier l'excellence d'une marque, rien de tel qu'un écrin de faïence pour l'exposer. C'est au jardin d'hiver du musée de la faïence que vous pourrez découvrir des pièces produites à Sarreguemines à destination de prestigieuses maisons de couture françaises. Ces articles parisiens, poudriers, tubes pour rouge à lèvres, brosses et peignes, sont issus des ateliers AWEB, une manufacture créée en 1933 par Paul Haas, en association avec un céréalier, M. Weber. C'était un commerçant qui, de père en fils, est né dans une famille de commerçants. Donc il avait ça dans ses veines. Un commerçant juif qui dut quitter Sarreguemines en 1939, alors qu'il employait 150 personnes, dont 75% de femmes. En 1946, de retour de Limoges, Paul Haas reprend son activité rue Poincaré et emploie 75 personnes en 1951. Il n'eut pas le temps de voir son affaire grandir, puisqu'il se tua dans un accident d'avion en 1952. Il était à l'époque en instance de divorce et à ce moment-là, il y a eu le partage. Et c'est un chercher bien sûr à avoir un repreneur. Et c'est M. Mésembourg, Jean-Jacques, qui est donc patron de l'époque de la tuilerie de Sarreguemines, qui a racheté AWEB et qu'il avait lui jusqu'en 1960. Là, il y a eu l'ouverture du marché commun, la zone de libre-échange qui a fait qu'il y a eu des importations avec des prix beaucoup moins chers, de sorte que le chiffre d'affaires a dégringolé. Fin de l'aventure en 1968, les machines de fabrication sont envoyées à Verneuil-sur-Avre dans l'Eure, où l'activité continue aujourd'hui encore. Ne reste à Sarreguemines que les témoignages d'une époque dorée, à laquelle a voulu rendre hommage l'association Sarreguemines Passion. Nous sommes une association de collectionneurs de céramique, mais nous avons aussi dans nos statuts à nous intéresser à l'histoire locale. Et nous avons voulu réparer une injustice en remettant en lumière une entreprise qui, à Sarreguemines, a même travaillé pour la cour d'Angleterre. Et notez que le 20 mars prochain, à 20h, Jean Rondiot, ancien directeur de production de AWEB, tiendra une conférence débat au jardin d'hiver du musée de la faïence. On termine cette émission avec quelques images des montagnes vosgiennes encore enneigées. Fin janvier, la neige est tombée en grande quantité et a offert aux stations de ski de très belles vacances scolaires. Un or blanc qui porte bien son nom puisqu'il a grandement contribué à redresser une saison qui avait assez mal débuté. Deux exemples concrets à Gérardmer et à la Bresse avec Vosges Télévisions. Bien les skis droits, bien debout. Les skis droits.
On écarte un peu plus pour plus de stabilité. Voilà. Bonne, excellente, rare, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier la fin de saison de ski sur l'ensemble des stations vosgiennes. À l'image des deux principales, la Moselaine à Gérardmer, un peu plus haut sur le domaine de la Bressonnec. Et même s'il est encore un peu tôt pour tirer un bilan définitif, la neige tombée en abondance fin janvier a été on ne peut plus salvatrice. Oui, elle est arrivée juste à temps, mais on a eu peur. Début janvier, on a eu très peur. Et puis on a eu cette grosse chute de neige fin janvier qui nous a permis de passer des vacances de février dans d'excellentes conditions, ce qui fait qu'on a battu vraiment tous les records. Alors, pas sur la saison, mais sur les vacances de février. A priori, disons que d'expérience, je pense qu'on devrait être aux alentours de 200 000 journées skieurs. La fermeture officielle de la station est prévue le 22 mars. Si d'aventure les circonstances, la météo était excellente, on continuerait peut-être une semaine. Mais ça, on prendra la décision le 18. Il reste encore un mois à faire, donc c'est vrai que j'attends beaucoup de ce mois de mars pour vraiment tirer un bon bilan. Maintenant, on peut dire qu'on a redressé la saison, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on a réalisé des vacances d'hiver de février exceptionnelles. Sur la grosse semaine où on avait 2 zones en vacances et puis également la Belgique, le Benelux, on était entre 9 et 10 000 skieurs sur les pistes. Si le rush des vacances scolaires est passé, les skieurs étaient encore ce week-end nombreux à chausser et pour certaines, c'était la toute première fois. Je viens de chausser, je ne suis pas encore descendue, je ne peux pas vous répondre. Le ski, vous aimez? Oui, beaucoup. Ouais. Vous avez déjà skié cette saison? Non, pas encore. La première fois? Oui, cette saison, oui. D'accord. Bah, écoutez, bonne descente. Merci, c'est gentil. Cette année, elle est formidable. L'année dernière, c'était un petit peu moins bien. Je suis de la même époque, il n'y avait pas de neige. Satisfait unanime donc et surtout du côté de la station géromoise où l'on envisage désormais l'avenir un peu plus sereinement. Il faut dire qu'un gros investissement, près de 5 millions d'euros, est prévu avec un nouveau télésiège débrayable de 6 places qui sera opérationnel en décembre prochain. 6 places débrayables qui va débiter à peu près 3000 skieurs à l'heure, alors que le télésiège actuel en entrée de station débite environ 1200. À la Bresse, en revanche, et pour garder un maximum de clients sur les pistes, on propose d'admirer l'Aurore au Kastelberg. On essaie un nouveau produit, c'était ce matin, la première, c'est 18 pistes ouvertes à partir du lever du soleil, c'est-à-dire 7 heures pour ce matin. Ça permet, ce matin on avait un panorama merveilleux, on voyait les Alpes depuis le Mont Blanc jusqu'aux Alpes suisses. On a goûté au plaisir du soleil levant et puis on s'est régalé sur les pistes bien entendu. Vue imprenable donc, et certains, paraît-il, en ont tout simplement oublié face à ce panorama de skier. La station fermera le 6 avril prochain. Et on ne manquera pas dans une semaine en Lorraine de vous indiquer l'état des pistes à suivre. Une semaine en Lorraine, c'est donc déjà terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.